Pour vous présenter, donc vous avez déjà eu la biographie d'André Kunther par courriel, mais pour un petit rappel, donc très bref parce qu'il a quand même une grande biographie. Il est historien des cultures visuelles et fondateur de la revue Études photographiques. Il est enseignant et chercheur en France et il a principalement étudié donc l'histoire de la photographie et la culture visuelle populaire. Donc c'est pour ça que je l'ai convié ici parce que justement il traite d'images en fait qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des études en histoire de l'art, en pratique des arts ou en muséologie. Donc c'est pour ça qu'il m'a semblé essentiel de le convier aujourd'hui et que je suis vraiment ravie qu'il ait accepté donc cette invitation. Et il a surtout écrit L'image partagée, dont vous avez eu à lire l'introduction. Donc voilà, sans plus tarder, donc je vais vous laisser débuter si vous êtes prêts. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Jessica, pour cette invitation. Je suis très heureux d'intervenir, même si c'est à distance. Je préférerais être parmi vous, mais il faut avouer que le distanciel a quand même ses avantages parce qu'il est bien possible qu'une séance comme celle-là ne pourrait pas avoir lieu sans le truchement de Zoom. Donc, voilà, je suis quand même content de cette occasion et voilà, je voudrais vous présenter un travail qui est en fait en cours. Ça peut paraître curieux parce que je l'avais déjà commencé. Voilà, je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez l'affichage. Oui, j'ai encore changé de titre, mais c'est toujours la question est toujours la même. C'est la question de l'expressivité graphique dans la photographie. Je vais vous expliquer tout ça. C'est un problème dont j'ai pris conscience progressivement. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose d'évident à voir. Et donc là, je vais vous présenter en fait une nouvelle hypothèse que je n'ai pas encore présentée. Donc voilà, j'attends vos critiques avec impatience, comme ça on va vérifier tout de suite si ça tient un petit peu. Donc la question part d'un problème dont j'imagine que vous connaissez, c'est la question du sourire en photographie, ou plutôt cette espèce de mystère de l'histoire de la photographie récente. Ça fait une dizaine d'années qu'on se pose la question. Avant, ce n'était pas en fait une question, ce qui est aussi très intéressant. Et donc, voilà, qu'on peut résumer très simplement. Au XIXe siècle, on fait la gueule sur les photos et sur les portraits, et au XXe siècle, on se met à sourire et on sourit en, disons, peut-être de plus en plus. Alors, en tout cas, donc, sous cette forme, si vous voulez, effectivement, peut-être un peu sommaire, mais voilà, pas de sourire au 19e, sourire au 20e. Donc, pourquoi? Évidemment, c'est quelque chose qui est à la fois visible sur les images, donc c'est une énigme qui est très intéressante parce que l'archive photographique montre cette différence. Effectivement, au 19e siècle, c'est pas il y a quelques sourires sur les photos, mais enfin, c'est vrai que c'est rare. Et la situation est à peu près inversée pour le 20e. Donc, voilà, il n'y a pas de problème sur la documentation iconographique. Le problème, c'est que face à un changement qui apparaît quand même extrêmement massif, parce que c'est à l'échelle mondiale, ça couvre effectivement, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas très bien, mais au début du XXe siècle et disons pendant au moins la première moitié du XXe siècle, donc un changement de normes. Or, si cette question, comme je l'ai indiqué, ne s'était pas posée, ou si on ne s'était pas rendu compte jusqu'à il y a très récemment de cette différence, c'est en réalité parce qu'il n'existe pas de témoignage ou d'analyse ou d'énonciation contemporaine, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de texte au début du XXe siècle qui commenterait cette évolution, c'est-à-dire qui nous expliquerait que, tiens, maintenant, quand je vais chez le photographe, on me demande de sourire, avant on ne le faisait pas.
voilà, vous voyez qu'un texte comme La petite histoire de la photo de Walter Benjamin, qui parle effectivement de ses propres photographies d'enfants qu'il critique pour leur caractère totalement artificiel. Eh bien, voilà, il ne nous raconte pas du tout, ni lui ni aucun autre, cette histoire d'un changement majeur et pourtant totalement invisible. Donc c'est un vrai mystère. Alors là, je vais essayer de vous donner la clé du mystère, bien sûr. Hein. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Alors d'abord, je vais vous... d'abord, c'est devenu une question vraiment récurrente. Je ne dirais pas tellement finalement de l'histoire de la photo. Les historiens de la photo ne sont pas super bien équipés pour travailler là-dessus. Mais c'est un gimmick de la presse photo aujourd'hui. Vous trouvez ça, vous trouvez plein d'articles sur voilà, qu'est-ce qui s'est passé et les explications pour deviner l'explication de ce changement. Alors, voilà, il y a eu par exemple une étude en 2015 très intéressante qui s'appelle The Century of Portraits, une étude du MIT qui a été faite sur 38 000 photos de yearbook sur tout le XXe siècle, de 1900 à 2000. Ils ont récupéré, voilà, là vous avez la courbe du nombre d'albums, donc c'est à l'échelle des États-Unis. Ils ont rassemblé 38 000 photos et avec ça, donc ils ont fait du data mining. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué un logiciel pour repérer le sourire sur les photos et surtout mesurer l'extension du sourire. Et donc, en fait, ils ont produit une courbe, que voilà, qui est la courbe de progression du sourire au XXe siècle sur les yearbooks, donc de fin d'études, des collégiens américains entre 1900 et 2000. Et vous voyez donc que cette courbe progresse. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur certains éléments un peu étranges de cette courbe. Mais en tout cas, on a l'impression d'avoir ici une information assez cohérente et la confirmation donc de l'intuition visuelle de la progression du sourire. Alors, voilà, et donc ça donne, ils ont aussi, ça c'est une autre version qui est la superposition des visages entre 1900 et 2000 ou 2010. Et donc, effectivement, on voit qu'on a un sourire qui s'accentue au fil du temps. Alors, les explications, il y en a beaucoup. La plus évidente et la première qui vient à l'esprit des commentateurs, des journalistes, c'est bien sûr la question du temps de pause. Et on sait que autrefois, au XIXe siècle, la photographie prenait un temps plus long, le daguerreotype, ça prenait plusieurs minutes. Donc, évidemment, impossible de tenir une expression comme un sourire, expression fugitive, pendant autant de temps. Donc, voilà, explication simple, technique. Dès que le sourire devient possible, on va supposer qu'il peut se marquer sur la photo. Autre explication, c'est les problèmes dentaires. Alors, voilà, parce que quand vous souriez, vous montrez vos dents, et donc, à partir de l'hypothèse plus difficile à vérifier de l'état odontologique des sujets photographiques, eh bien, voilà. Alors, du coup, l'apparition du sourire en photographie au XXe siècle indiquerait qu'il y a une amélioration de l'hygiène dentaire. Ce n'est pas totalement absurde. Hein. Voilà, ça, c'est une autre hypothèse un peu assez pratique comme ça. Et puis, bien sûr, il y a les hypothèses par effet d'influence, c'est-à-dire que les sujets au début du XXe siècle se mettraient à imiter les sourires qu'ils voient se multiplier dans les magazines, et en particulier les magazines féminins et les magazines de cinéma qui, en effet, accentuent ce motif
au début du XXe siècle, dans les années 20-30. Et puis la dernière théorie en date, c'est celle de l'influence. C'est encore une autre théorie, c'est aussi une théorie de l'influence, sauf que là, elle va chercher comme modèle non pas les magazines de cinéma, mais les publicités pour Kodak, puisque la supposition, c'est que, évidemment, cette modification concerne la photographie amateur et donc le modèle implicite que viendraient chercher les photographes amateurs serait fourni par les indications du marketing de Kodak, notamment les publicités ou les petits manuels qui sont diffusés effectivement très abondamment par la firme. Donc ça, c'est une thèse américaine, bien sûr, puisque Kodak a été présent au cours du XXe siècle sur à peu près tous les continents, mais voilà, dans des proportions assez diverses. Bien sûr, c'est aux États-Unis que cette promotion aurait eu le plus d'effet. Alors, voilà, je résume rapidement ces hypothèses qui sont présentes, que vous trouvez dans les articles de journaux. Alors maintenant, on va les critiquer, ce qui n'est pas très difficile. Bon, alors d'abord, ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas photographier de sourire avec les techniques photographiques anciennes. Voilà un sourire photographique qui n'est pas photoshopé, qui est effectué au daguerreotype, donc avec une image qui date des années 1840, des tout débuts de la photographie. Et voilà, je pourrais vous en montrer beaucoup d'autres, mais il est possible techniquement. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué, mais ça n'a rien d'impossible. Et en particulier, à partir des années 1870, on a une amélioration des procédés, à plus forte raison 1880 avec le passage au procédé sec. Bon, on peut tout à fait photographier des mouvements rapides et donc des expressions fugitives. Ça n'a pas l'air d'être cette chronologie-là dont témoigne l'iconographie. Le changement, si vous voulez, il se voit surtout à partir de 1930. Donc ça fait quand même une bonne cinquantaine d'années où on ne comprend pas très bien pourquoi, si on en a la possibilité technique, on ne passe pas directement à cette forme d'expression. Donc ça veut dire que c'est un autre phénomène qui est concerné. Alors, sur l'hypothèse odontologique, donc l'hygiène dentaire, là la réponse est très simple. C'est que, bien sûr, le portrait photographique, le portrait d'atelier, il fait l'objet de retouches. Donc ça, c'est une pratique constante depuis l'origine de la photographie. On retouche déjà le daguerreotype. Et là, je vous montre, donc, je vous remonte la photographie de 1870, qui est une photo d'atelier, parfaitement classique et tout à fait banale. Et si vous regardez le négatif de cette image, vous voyez ce que je vous montre sur l'image de droite, c'est-à-dire en fait un crayonnage qui est une retouche extrêmement appuyée du visage. Alors bien sûr, vous ne voyez rien sur la photo. Hein, c'est ça le principe de la retouche, c'est qu'au XIXe siècle comme aujourd'hui, on ne voit pas les effets de la retouche. Ils ne sont pas là pour être vus, mais pour être cachés. Mais donc un visage comme celui de cette jeune fille est complètement redessiné au crayon gras pour en particulier atténuer probablement des différences de peau. Hein, voilà, peut-être qu'elle avait que la photo en tout cas rendait des zones un peu bizarres. Donc tout ça est corrigé. Donc bien sûr que les photographes du 19e siècle n'auraient aucun problème pour corriger et blanchir des dents si jamais il y avait eu des problèmes de caries ou des problèmes dentaires. Ce n'est pas du tout une question pour la photographie. Donc pas de problème d'hygiène dentaire en photo. Et puis, alors sur les questions d'influence, ce qui est compliqué, c'est que vous ne pouvez absolument pas le démontrer. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez postuler une influence des magazines et des photos de stars. Bon, pourquoi pas? Bien sûr que voilà, d'un côté, vous avez des photos de stars en couverture des magazines, et de l'autre, effectivement, quelque chose qui commence à se passer avec une augmentation des portraits souriants. Mais voilà, c'est une corrélation, ça n'est pas une causalité. En réalité, on ne sait pas. Hein, il n'y a aucun moyen de vérifier. À partir du moment où il n'y a pas de témoignage contemporain, en termes historiques, voilà, vous pouvez dire une chose comme ça, vous ne pouvez jamais le vérifier. Bon. Et ça vaut aussi pour
l'hypothèse de l'influence des manuels ou des publicités Kodak, parce que là aussi, l'autrice de cette hypothèse parle en fait des photos publicitaires, parce qu'effectivement, quand on regarde les manuels qui sont diffusés par Kodak, à aucun moment donné, on ne vous dit photographier, prenez une photo de quelqu'un en lui demandant de sourire. Ça n'existe pas. Par exemple, là, je vous montre un manuel de 1948, mais qui est tout à fait typique parce que Kodak ne change pas d'injonction entre 1890 et 1960. Et donc, par exemple, vous trouvez quelque chose comme « tell a story ». Une image doit raconter une histoire. C'est mieux, ça donne un résultat plus sympathique. Bon, très bien. Donc voilà, look beyond the subject, faites attention à ce qui se passe derrière, etc. Donc c'est des conseils de bon sens pour réussir ces photos. Jamais, à aucun moment donné, vous ne trouvez le conseil de faire sourire ou de faire rire votre sujet. Ça n'est tout simplement pas quelque chose qui est dans les manuels ou dans les injonctions à l'égard des amateurs. C'est donc une sérieuse épine dans le pied de l'hypothèse de l'influence des publicités Kodak. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à adhérer à cette théorie qui me paraît la plus fragile. Alors, j'ai donc, comme je vous l'ai indiqué, j'ai déjà pas mal travaillé sur ce sujet et j'avais fait en 2017 une première synthèse que vous pouvez trouver sur mon blog L'image sociale, sur donc, ce que j'appelais le sourire photographique. Alors d'abord, premièrement, en replaçant, bien sûr, le portrait photographique dans l'histoire du portrait. Parce que ce qui arrive au portrait photographique est d'abord quelque chose qui arrive au portrait, c'est-à-dire que le portrait photographique au XIXe siècle reprend les codes de la peinture et du portrait en peinture. Donc, effectivement, la question, c'est pas qu'on ne photographie pas de portrait souriant au XIXe siècle, c'est qu'il existe des codes sociaux qui sont les codes de l'expression en public et que la plupart des portraits peints depuis la Renaissance, puisqu'on a une unité de style, disons à peu près, et de réalisme depuis la Renaissance, représentent les personnes dans un certain nombre de conditions et avec un certain nombre de critères qu'on peut assimiler pour aller vite à, disons, ce que Goffman appellerait la présentation publique de soi. Alors, c'est très important à comprendre, c'est-à-dire qu'il y a des normes de présentation publique, c'est-à-dire que bon, quand vous sortez dans la rue, vous ne sortez pas tout nu, vous vous habillez, voilà, il y a des codes qu'on respecte, c'est des codes sociaux. Parmi ces codes, jusqu'à la fin du XIXe siècle, au moins, un code très puissant qui a été documenté par les historiens de l'expression, du comportement, notamment Claudine Roche et d'autres, c'est qu'il faut contrôler ses émotions en public. Donc, bien sûr qu'on peut sourire ou pleurer et manifester ses émotions en privé. Et on a des textes qui le disent, qui attestent que voilà, un père de famille rentre chez lui et peut rire avec ses enfants. Voilà, on a des textes qui disent ça. Mais en public, il faut maîtriser ses émotions. Voilà, ça c'est une injonction normative classique. Et donc la photo respecte en fait une norme sociale. La façon dont la photo ou le portrait peint représente les personnes se calque sur les codes sociaux. Ça, c'était un premier étage de remarques donc, que j'avais présenté en 2017 et qui explique, qui explique pourquoi on ne sourit pas dans les images. Maintenant, il restait le deuxième volet qui est d'expliquer pourquoi on se met à sourire. Parce qu'une fois qu'on a dit que la norme sociale jusqu'au XIXe siècle, c'est la maîtrise des émotions, qu'est-ce qui se passe au début du XXe siècle pour que
on change de norme, puisque c'est ça, apparemment, qui se passe. Alors, je ne rentre pas dans le détail, si vous voulez, de la norme sociale. Simplement, on va quand même remarquer quelques petits éléments. C'est que la question du sourire est plus compliquée qu'elle en a l'air. C'est pas seulement le sourire, c'est en fait tout un tas de catégories et de critères. Par exemple, ce que vous voyez sur la courbe de l'étude du MIT, c'est une différence entre la courbe du haut, qui est la courbe bleue, c'est la courbe du sourire féminin. Et vous voyez que sur toute la période, cette courbe reste supérieure de façon proportionnelle à d'environ 20% à la courbe du sourire masculin, qui est la courbe verte du bas. Donc, de façon régulière, c'est-à-dire de façon normative, les femmes sourient plus en proportion que les hommes. Voilà, je vous mets une petite publicité de Life de 1938 qui l'illustre, et on pourrait l'illustrer évidemment avec beaucoup d'images. Le sourire féminin est plus prononcé. Alors, évidemment, c'est pas, le sourire est un signe. Un signe de quoi? Alors, c'est là que ça se complique. C'est-à-dire que ça dépend du contexte. Bien sûr, vous le voyez sur cette image, ici, c'est une situation où on comprend implicitement, il nous est suggéré par la situation représentée que l'interaction entre cet homme et cette femme, et qui se manifeste par un sourire accentué du côté du personnage féminin, est une situation, disons, de séduction, de façon très vague, et que donc dans une situation asymétrique, en fonction des contraintes, des normes de genre qui s'appliquent bien sûr dans l'image comme dans la société, les codes de genre imposent aux femmes de jouer un jeu de séduction plus accentué, plus manifeste, en particulier dans l'expression faciale, que les hommes. Alors, encore une fois, voilà, tout ça c'est des codes, et ça peut bouger. Il y a donc, voilà, les femmes sourient plus que les hommes, mais de façon générale, on va dire, si la maîtrise de l'émotion, et donc l'air sérieux, si vous voulez, représente en quelque sorte le sommet de la pyramide de la norme, il y a plein d'exceptions. Donc les femmes sont une exception, les enfants aussi. Donc les enfants ont le droit de manifester plus ouvertement en public leurs émotions. Donc ce que vous voyez sur cette photo, vous voyez des gens de différents âges, de différents sexes, et vous voyez que la distribution du sourire est différente. Voilà. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Et alors, je vais vite, mais ça veut dire qu'effectivement, il ne suffit pas dans une image de chercher le sourire ou pas le sourire. Oui, non. Vous voyez, c'est ce que font tous les articles qui se consacrent à ce sujet. Ils font comme si le sourire était simplement un motif qui était présent ou absent. Mais en vérité, puisque ce motif se joue par rapport à des codes sociaux, eh bien, ce qui s'applique, c'est toute la grille très complexe de l'éventail des codes sociaux. Donc, voilà, la différence public-privé, la différence homme-femme, la différence adulte-enfant, etc., etc. Tous ces critères interviennent, et donc, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Donc, maintenant, le nouvel élément sur lequel je vous propose de réfléchir, c'est que jusqu'à présent, en fait, je n'avais pas fait attention, j'étais comme tout le monde, et je cherchais moi aussi à interpréter l'information sourire en pensant que c'était quelque chose, si vous voulez, qui venait des sujets. Vous voyez, dans la théorie qui explique la croissance du sourire par l'influence des publicités Kodak, ça s'adresse à la photographie amateur et donc à vous et moi, à tout le monde qui a un appareil photo et qui aime se représenter souriant. Donc, le fait de vouloir se représenter avec le sourire est un implicite qui va de soi.
c'est comme si c'était l'horizon inéluctable de toute forme de portrait. Et que dès que c'est possible, eh bien, on y va et on se photographie comme ça. Alors ça, c'est faire l'économie de tout un tas de problèmes et de questions qui sont, voilà, qu'on ne résout pas, qu'on évacue en réalité. Bon. Alors, la première question qu'il faut reprendre tout à fait au sérieux, c'est que là, les portraits que vous voyez, par exemple ceux du yearbook, c'est-à-dire ceux examinés par l'étude du MIT, ce sont des portraits professionnels. Ce sont des portraits qui ont été exécutés dans un studio de photographe, par un photographe qui a fait poser ces personnes. Ces images ne sont pas des selfies ou des photos faites au débeauté, ce sont des photos de jeunes bourgeois américains. Voilà, ce sont des photos qui ont été faites chez le photographe. Donc, si ces personnes sourient dans la photo, ça n'est pas parce qu'ils sont heureux ou pour exprimer un contentement qui serait celui de prendre la pose face à l'appareil photo. S'ils sourient, c'est parce qu'ils répondent à une injonction du photographe qui leur a demandé de le faire. Et donc, la question ne se pose pas du tout de la même manière à partir du moment où vous mettez en exergue ce point, c'est-à-dire qu'il faut faire une différence entre le sourire comme expression du contentement, de la satisfaction, du bonheur, comme expression psychologique d'un état, comme expression d'un état psychologique, d'un côté, et quelque chose de particulier à la situation photographique que j'appellerais le sourire forcé. Qui est identifié par la fameuse expression « say cheese », qu'on n'emploie plus beaucoup maintenant, c'est devenu un poncif, mais le fait que tout le monde connaisse cette expression, qu'elle soit passée dans le vocabulaire, indique bien que ce qui est en fait un outil de commandement de l'opération photographique, que le photographe énonce et dit au sujet pour qu'il se conforme à ce moment précis à la convention de la pose, est donc quelque chose qui a été extrêmement répandu, très vraisemblablement à partir des années 30, au moins jusqu'aux années 60, de façon large. Il y a d'autres expressions, il y a d'autres formules. Donc en français, par exemple, en France, on dit souvent dans les photos de classe, dans les photos qui s'effectuent à l'école ou au collège, le photographe demande aux enfants de dire Ouistiti. Voilà, alors quand on dit Ouistiti, on a un petit rictus qui effectivement est une imitation de sourire. Mais donc la question ne porte pas sur le sourire, mais sur cette simulation et sur le rôle du coup du photographe. Donc là, on retourne la question, et pour l'instant, on s'intéressait au sujet photographié. Les réponses fournies à cette énigme du sourire photographique, c'était de se dire, les gens préfèrent se voir avec le sourire, donc ils vont venir chez le photographe en souriant, et puis ils vont se photographier eux-mêmes avec le sourire. Très bien. Mais en réalité, là, vous voyez, si on a le say cheese nous met sur une autre piste. Et la piste, c'est de revenir à l'opération de pose qui comporte des problèmes particuliers. Par exemple, il faut pouvoir, le sujet qui pose, si vous voulez photographier un sourire, qui est donc effectivement une expression passagère, vous ne pouvez pas tenir un sourire pendant plusieurs minutes, c'est très désagréable et ça ne serait pas naturel du tout, c'est-à-dire que ce serait contraire à l'objectif du portrait photographique. Si vous voulez un portrait avec le sourire, il va falloir au moins se coordonner entre le photographe et le sujet, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une indication qui va être bien sûr celle du photographe pour dire là, je vais appuyer sur l'obturateur. Je vais procéder à l'opération, donc mettez-vous en situation de pose. Et c'est exactement le rôle du say cheese
Il y a d'autres formules bien connues, ne bougeons plus, le petit oiseau va sortir, etc., etc. Voilà. Ce sont des expressions conventionnelles qui sont des énoncés d'ordre par le photographe pour indiquer à l'intérieur de l'opération de pose quel va être le moment précis où voilà, le sujet est informé qu'il va prendre la pose, qu'il va prendre la latitude qu'il souhaite être représenté par l'image. Alors, on a malheureusement très peu d'indications sur l'histoire du Seiches. Il y a des indications qui circulent de façon assez contradictoire. Je vais reprendre pour ma part celle qui est donnée par l'historien de l'art Angus Trumbull, qui nous explique, sans donner de source, mais il a l'air tout de même assez sûr de lui, enfin c'est un bouquin très solide hein, par ailleurs, et donc voilà, j'aurais assez tendance à lui faire confiance. Donc selon Angus Trumbull, la convention du Seiches trouve son origine dans les public schools anglaises à partir de 1910. 1910, très tôt, hein, vous voyez, dans cette histoire. C'est précis, c'est pour ça que je pense que cette indication a de bonnes chances d'être pertinente. C'est parce qu'elle est, voilà, elle est assez précise à la fois dans la date, mais aussi dans la situation. Ce n'est pas simplement un énoncé qui s'adresse à tout le monde, c'est un énoncé pour photographier des enfants. Et ça correspond effectivement à l'ethnographie de la pose photographique. Vous voyez, une formule comme le petit oiseau va sortir est une formule pour les enfants. C'est pour concentrer, pour attraper l'attention des enfants au moment de la pose photographique. Et c'est quelque chose que le photographe a à gérer. C'est pas toujours facile, c'est un peu compliqué. Et bien sûr que quand vous faites une photo de groupe, c'est une opération assez compliquée. Ça veut dire qu'il faut vraiment obtenir une concentration de l'ensemble des membres du groupe au même moment pour que la photo soit réussie. Donc, on comprend bien que dans ces conditions-là, il y ait un énoncé particulier qui soit disponible. Vous voyez dans la photo que j'ai choisie, qui date de 1910, mais voilà, il y a quelques sourires légers, esquissés, qui sont donc ici, je dirais, des expressions individuelles, mais on voit que sur cette photo, le photographe n'a pas dit Seiches. Voilà. Tous les personnages, toutes les personnes ne sourient pas, et donc c'est quelque chose qui va s'installer très progressivement si on prend en compte cette indication. Alors, la question que pose le Seiches, c'est, je dirais, un problème qui est celui de l'adaptation de l'opération photographique à une prescription culturelle. Le rôle, disons, revenir à la question du rôle du photographe dans la production des portraits implique d'interroger quelque chose qui est très rarement interrogé, et qui est la question de, donc moi j'appelle ça pour l'instant de la narration ou de la narrativité des images. J'admets que ce n'est pas forcément un terme, c'est pas le terme le plus satisfaisant, mais disons voilà, entre expressivité et narrativité, pour l'instant c'est pas tout à fait idéal parce que voilà, l'image, ce que propose l'image par rapport à ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour vous l'expliquer, je vais le présenter comme ça. On trouve dans la première période qui suit l'invention de la photographie, donc les années 1850, 1860, jusque dans les années 1870, d'assez vigoureuses critiques de la photographie et en particulier du portrait photographique. Et là, je vous ai mis un des exemples les plus connus qui reproduit notamment, que vous trouvez dans l'anthologie de textes d'André Rouillet, La photographie en France.
Et donc, vous trouvez ce très beau texte, c'est formidable cet article. Donc, c'est un article entier qui est rédigé par un dessinateur qui s'appelle Marcelin. C'est le dessinateur en titre du journal amusant. Donc, il rédige des chroniques et il dessine des dessins satiriques. Et dans cet article, il s'en prend au portrait photographique d'une façon que vous voyez bien résumée sur la page de titre, qui s'intitule « À bas la photographie ». Il y a une erreur dans le terme, hein, qui est écrit « photographie » avec un TH, mais peu importe. Et ce que critique Marcelin dans le réalisme photographique ou la ressemblance photographique, c'est son côté, c'est sa laideur, c'est sa brutalité, c'est voilà, ce qui dessine ici, vous voyez, en opposant dans sa caricature, quelque chose qui est à la fois une caricature du portrait en peinture et une caricature du portrait en photographie. Donc autrefois, le portrait idéalisait les traits de la personne, et donc c'était beau, et tout le monde était beau et un peu aérien, comme ça, tout le monde était représenté comme des dieux grecs, et c'était formidable. Et aujourd'hui, la photographie, bien sûr, qu'elle apporte une ressemblance mathématique, une exactitude, mais c'est trop, c'est un peu gênant, c'est trop sévère, et le résultat n'est pas satisfaisant. Voyez. Donc ça, bon, lui, il exprime très très bien, en particulier, je vous renvoie à cet article que je n'ai pas le temps de déployer, mais il y a des caricatures de photographie, ce qui est absolument génial, parce que ça veut dire que voilà, vous voyez une image avec la vision de quelqu'un du 19e siècle, et donc vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout évident, et que ce n'est pas parce que la photographie vous donne effectivement une ressemblance techniquement parfaite ou authentique, que le résultat est forcément satisfaisant du point de vue iconographique. Hein, le point de vue qui intéresse Marcelin, comme professionnel, si vous voulez, du graphisme, hein, c'est voilà, le fait que finalement, ces nouveaux portraits, cette nouvelle ressemblance, eh bien, elle copie le réel, mais elle le copie d'une façon plate, sans imagination, et donc le résultat, pour ce qui est du portrait, n'est pas bon. Alors, je pense qu'on peut parler, lorsqu'on voit l'ensemble de ces critiques qui ont été bien résumées récemment par un article sur la caricature des photographies, je pense qu'on peut parler de crise de la ressemblance photographique, et de crise donc de quelque chose qui, si vous voulez, peut se comprendre lorsqu'on se dit que l'image d'enregistrement, la photographie, puis le cinéma, des images techniques, des images produites par des procédés chimiques et techniques, se substituent dans l'histoire des images à la tradition picturale et graphique qui, depuis plusieurs siècles, a construit un certain nombre de repères, et en particulier des repères de quelque chose que j'appelle une économie narrative. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, les images sont des images signifiantes, des images qui racontent des histoires. Et comment est-ce qu'on raconte une histoire avec des images qui sont des objets voilà, pas faciles à manipuler pour ces objectifs-là? Eh bien, il y a essentiellement deux registres qui sont employés par la peinture, la statuaire et le dessin depuis longtemps, au moins depuis la Renaissance et probablement dès le Moyen-Âge. C'est ce que je vous montre ici avec une statue à Versailles de la Diane chasseresse. C'est une narration par les attributs. Vous reconnaissez ce personnage parce qu'elle porte un arc. Alors bon, l'arc il s'est un peu cassé, il ne reste plus que la poignée dans la main gauche du personnage, mais vous reconnaissez bien sûr le carquois de flèche qui est sur le dos d'un personnage qu'on identifie tout de suite comme la Diane chasseresse, puisque les attributs de la Diane chasseresse sont l'arc et les flèches. Et puis, il y a aussi les bêtes sauvages. Voilà. Et bon,
donc la posture. Alors, donc, premier élément, ça c'est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité, par exemple dans la monnaie. Hein, la monnaie c'est très petit, il faut identifier des personnages avec très peu d'informations. Donc effectivement, les producteurs d'images, hein, les dessinateurs, les graveurs, les sculpteurs, se servent donc de cette capacité qu'on les attribue de signifier et donc d'identifier un personnage avec un, deux ou trois attributs. Ça, c'est le système le plus ancien et, bon, j'allais dire le plus simple, mais enfin, voilà, il est pratique en particulier pour des images de petit format. On n'a pas fait mieux aujourd'hui. Si vous regardez les pièces de monnaie qu'il y a dans votre porte-monnaie, vous retrouvez en fait ce type de code iconographique qui reste donc en fait très efficace. Et puis il y a un deuxième registre là aussi qui existe depuis très longtemps, mais qui va être surtout déployé à partir de la Renaissance, c'est la narration par le langage non verbal, la narration par le langage corporel. Et donc il y a trois sous-catégories dans le langage corporel. Il y a l'expression faciale, il y a la gestuelle, et ça c'est essentiellement les mains, les poignets, tout ce qui se passe à partir de l'avant-bras, et puis la posture, la façon de tenir son corps. Ça fait trois éléments qui sont pour les peintres, trois outils différents de signification, hein, de production de signification. Voilà, je vous illustre ça par un des plus célèbres tableaux qui illustre effectivement la puissance de cette narrativité. Hein, ce tableau est devenu célèbre parce que, pour les contemporains, bien sûr, cette représentation hyper narrative de la scène, qui est donc ce moment particulier de la vie du Christ où il prend congé de ses disciples, et vous voyez bien que voilà, la narration ici, elle passe essentiellement, sinon exclusivement, par le langage corporel, par tout ce qui se passe au niveau. Donc les expressions des visages sont extrêmement différenciées, les expressions gestuelles sont aussi très travaillées, et puis vous avez des jeux de posture, voilà, qui forment des groupes, etc. Donc cette histoire, qui est connue du spectateur, bien sûr, hein, qui a en tête le texte de la Bible, et tout ce qui se passe à ce moment-là, qui est assez compliqué, mais la représentation qu'en produit Léonard en travaillant exclusivement sur le vocabulaire corporel, ben c'est un film, hein, en fait. C'est pas une image fixe, vous voyez, c'est quelque chose, c'est vraiment un récit, c'est pratiquement comme du cinéma, en tout cas avec les moyens de la fresque. Alors, une fois que vous avez compris que ces outils sont les outils graphiques depuis des siècles, et que donc, bien sûr qu'on les a utilisés dans le portrait aussi en peinture, hein, et dans la peinture en général, alors la photographie va reprendre ces outils et ces catégories. Là, je vous montre des photos bien connues de Walter Benjamin, parce qu'on l'aime bien, qu'il écrit sur la photo, et qu'il parle de ces photographies de lui enfant, qu'il trouve affreuses, parce que vous voyez bien pourquoi. Hein, voilà. Et c'est magnifique, ces exemples. Ce sont des exemples parfaitement courants du travail du studio de portrait du début du XXe siècle. Voilà. Là, on est entre 1898, 1900, 1908. Et bien sûr que ces photos d'enfants, donc la famille Benjamin, les enfants Benjamin, ben ils sont costumés, c'est pas leur costume, ils ne s'habillent pas comme ça dans la vie. Ils sont habillés comme ça pour la photo. Donc ils sont déguisés, ils sont costumés, le décor est un décor peint, rien n'est vrai. Hein. Et les chaises, les accessoires sur lesquels ils posent, sur lesquels ils s'asseyent ou sur lesquels ils posent leurs pieds, sont des accessoires de théâtre qui sont fournis par le studio. C'est comme un studio de cinéma, ce qui est évidemment très intéressant pour la discussion du réalisme photographique. Qu'est-ce qui est vrai dans ces photos? On dit la photo, c'est un document. Ben,
c'est un document comme le cinéma. Le cinéma, si vous voulez représenter Robin des Bois au cinéma, vous allez prendre un acteur et puis vous allez l'habiller en Robin des Bois. Et tout ça, à travers une caméra, ça donne un personnage de Robin des Bois. Voyez, donc ici, il se passe exactement la même chose. C'est l'opération courante, c'est la façon de photographier, en particulier les enfants. Hein. Au début du siècle, c'est quelque chose que Benjamin n'aime pas beaucoup, mais vous retrouvez ici quelque chose qui est en fait la narration par les attributs. Alors, inversement, il existe effectivement une recherche de l'expressivité posturale et faciale. Là, dans ces photos, qui sont des grands portraits de Nadar, un des plus grands photographes et les plus célèbres du XIXe siècle, vous retrouvez les éléments qui sont en fait constitutifs du vocabulaire graphique de Léonard de Vinci, de la peinture de la Renaissance, voyez, de la grande peinture. Donc c'est un photographe, il utilise un outil photographique, mais il essaye de se rapprocher d'une expressivité, et en particulier là, c'est absolument formidable, lorsqu'on sait effectivement que les techniques sont quand même très rustiques, et voilà, là, le temps de pause, il est de plusieurs secondes, enfin, c'est assez long. C'est pas facile du tout d'obtenir ce type de résultat. Donc, effectivement, les plus grands photographes, comme Nadar, comme Karja, arrivent à des résultats qui sont admirés par tous les contemporains. Parce que là, effectivement, vous voyez, les gens retrouvent finalement le vocabulaire auquel ils ont l'habitude et qui est le vocabulaire de la peinture. Mais ça, évidemment, c'est un travail rare et ça n'est pas, voilà, c'est pas ce qu'exprime Marcellin. Donc il y a le tout venant de la photographie qui pose problème, qui est une ressemblance mathématique trop sèche, désagréable. Et vous voyez bien aussi l'opposition qui est faite ici de la photographie avec la peinture. Donc, j'ai envie de dire, quand la photo ressemble à la peinture, alors effectivement, le public s'y retrouve et retrouve en quelque sorte la narrativité à laquelle il est habitué, et donc il apprécie ces photos. Et puis, il y a le tout venant, l'opération photographique qui pose beaucoup de problèmes. Alors, donc si on regarde maintenant un autre exemple, évidemment, extrêmement important, qui se trouve au même problème, c'est les débuts du cinéma, à partir là aussi du début du XXe siècle, 1895 pour l'invention, les premières années du XXe siècle pour les premiers films de fiction. Et bien sûr, voilà, vous connaissez tous les films de Charlie Chaplin, on peut prendre cet exemple-là parce qu'il est absolument représentatif des débuts du cinéma muet, c'est-à-dire que le premier cinéma a les mêmes caractéristiques que la peinture, il ne parle pas, donc lorsqu'il se met à raconter des histoires, il faut être inventif, ça ne va pas de soi. Raconter des histoires avec des images muettes, je vous assure que c'est compliqué. C'est tout le travail des peintres, et le travail des cinéastes, ça va être, comme dans l'exemple magnifique et absolument exemplaire du premier cinéma muet de Chaplin, c'est la pantomime, le maquillage, donc l'exagération théâtrale des postures, de la gestuelle, du langage corporel. C'est un langage du théâtre, hein, bien sûr, tout ça vient et du théâtre comique, du théâtre satirique. Vous voyez sur cette affiche, voilà, l'exagération des postures qui est au cœur du cinéma, bien sûr, en particulier du cinéma burlesque, mais qui est un impératif narratif pour le premier cinéma muet. Si vous voulez arriver à rendre une histoire lisible pour le public, il faut passer par en fait quelque chose qui est un système d'exagération. Il faut souligner, il faut focaliser l'attention sur des éléments de signification particuliers. Donc ici, je vous montre, si vous voulez, la version posturale et gestuelle, et bien sûr l'expression faciale
va avoir droit à une vraie invention iconographique au cinéma, qui est le gros plan. Le gros plan est l'une des deux inventions esthétiques avec le montage qui sont absolument capitales et qui marquent le début du XXe siècle. Et dans le cadre que j'essaye de dessiner, j'espère que vous comprenez, voilà, c'est une solution à la fois technique, mais donc c'est une solution narrative. C'est une solution pour arriver à rendre l'image d'enregistrement qui n'est pas aussi facile à manipuler que la peinture, que l'image de composition de la statuaire ou du dessin. L'image d'enregistrement est plus résiste, si vous voulez, hein, avec son poids de réel. Donc, il faut inventer de nouveaux systèmes et le gros plan est un système qui va permettre de focaliser sur l'expression faciale. Donc, vous comprenez que focaliser sur l'expression faciale, c'est une idée qui vient de la peinture. Hein. C'est l'idée de dire on va raconter des histoires avec de l'expression faciale. Comment on fait? Eh bien, on va se rapprocher du visage et effectivement, avec le gros plan, on a quelque chose de tout à fait extraordinaire qui est une invention, je dirais, graphique dans le monde de l'image d'enregistrement. Alors, il y a 1000 façons de commenter ça. Je vous donne un petit extrait d'une interview du grand réalisateur Jean Renoir, qui date de 1971. Il était déjà très âgé. Et voilà, je vous propose de l'écouter quelques minutes. J'espère que vous allez entendre correctement. Faites-moi signe si jamais il y a un problème de son. Qu'est-ce qui différencie le cinéma des autres arts dramatiques? Eh bien, à mon avis, il y a une chose qui différencie le cinématographe de toutes les autres formes de spectacle, de toutes les formes de spectacle pratiquées jusqu'à maintenant. Et c'est le gros plan. Le gros plan, c'est une chose extraordinaire, c'est une chose absolument mystérieuse, c'est une chose qui ne s'explique pas. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'alors. Peut-être c'est une chose facilement analogue dans l'opéra. C'est le solo. Lorsqu'un contralto lance son grand air, brusquement, tout le décor disparaît. Brusquement, tous les comparses, tous les autres acteurs, les costumes, tout ça disparaît et toute une salle est suspendue au mouvement de lèvres d'une fille. Et on suit les modulations de la gorge. Eh bien, le gros plan, c'est ça en beaucoup plus fort. Le gros plan, c'est le meilleur pont, je crois, qui existe, qui ait jamais existé dans toute l'histoire du spectacle. C'est brusquement un lien mystérieux et très fort entre ce personnage qui est sur l'écran et les gens dans la salle. Ces gens dans la salle, brusquement, tout à fait s'oublient eux-mêmes. Ils pénètrent dans cet acteur, dans cette actrice qui est sur un écran. Ils s'identifient à lui ou à elle. Et je crois que c'est ça, le grand mystère du cinéma. Je crois que c'est ça qui a fait le cinématographe. Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma. C'est de temps en temps pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un gros plan. Alors, d'après vous, ce serait le gros plan qui donnerait aux comédiens tout son pouvoir? Je le crois. Ça ne veut pas dire que dans un film, les plans lointains ne soient pas extrêmement nécessaires. Peut-être même le gros plan n'existerait-il pas s'il n'y avait pas eu des plans lointains avant. Mais c'est au moment du gros plan que l'on arrive à établir ce pont, et plus solidement qu'on n'avait jamais fait autrefois. Par conséquent, la valeur du comédien est avant tout, d'après vous, une valeur hypnotique. Absolument. C'est un phénomène hypnotique. Il ne s'agit pas de talent. Remarquez qu'un grand acteur d'écran, un acteur puissant dans les gros plans, peut également être un très bon comédien. Ça peut arriver. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Des personnalités de l'écran qui ont conquis les foules, qui vraiment les ont absorbés par leur gros plan, quelquefois n'ont pas eu tellement de talent. Mais ils avaient ça. C'est très mystérieux, ça ne s'explique pas. Voilà. Alors, je vais revenir maintenant à la photographie. Alors, l'histoire du gros plan, elle intervient très tôt dans l'histoire du cinéma. Là aussi, il y a voilà, le fait de se rapprocher du visage s'effectue par paliers
Mais voilà, c'est des choses qui sont manifestes dès les années 1900, qui vont devenir des outils utilisés de façon délibérée avec un sens esthétique voilà, largement à partir de 1910. En photographie, il faut attendre un peu plus longtemps, c'est-à-dire en effet les années 30, 1930, pour voir quelque chose comme la double page que je vous montre, qui est un type de recherche de l'expressivité faciale, qui se joue par exemple beaucoup dans la publicité, pas tellement dans les portraits courants, mais dans des formes professionnelles de travail de production de l'image, et où, voilà, vous voyez ici que finalement, je pense que je vous fais l'histoire dans ce sens parce que, à mon avis, c'est le cinéma qui explore d'abord cette façon de remettre en scène l'expressivité faciale comme un outil de premier plan pour raconter des histoires, et la photographie qui ensuite récupère, s'adapte et se réinvente à partir de ce modèle. Et c'est donc à partir de ce moment-là, c'est-à-dire quand même assez tard, un peu plus tard, donc les années 30, qu'on va voir apparaître dans les studios de photographie quelque chose qui est bel et bien noté par les photographes professionnels. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, je ne connais pas de témoignages de personnes du public qui dit voilà, je me mets à sourire en photographie, ou j'ai envie de photographier mes enfants souriants. Tout ça n'est pas noté. Hein. Il n'y a pas de témoignage qui documente ce changement. En revanche, on trouve, donc voilà, moi j'ai trouvé à partir de 1935, les premiers témoignages de quelque chose qui est un ressenti entre le passé proche et une évolution du présent, qui est souvent liée à la photographie amateur et au cinéma. Donc les photographes se sentent quelque chose qui est, avant, on faisait des images trop figées, c'était les mêmes que celles dont se plaignait Benjamin. Voilà, les portraits photographiques étaient ressentis comme statifiés, figés, sans expression. Et puis, une nouvelle façon de concevoir le portrait photographique, à partir des années 30, essaye finalement de résoudre la crise de représentation ouverte par l'image d'enregistrement en réinvestissant l'expression faciale dans le portrait avec un motif essentiel que vous voyez ici, qui est le naturel. Avez-vous été frappé par le naturel, la vivacité d'expression des personnages? Et donc, c'est en cherchant à exprimer le naturel que l'on va, mais au niveau donc, qui est celui du photographe et de la production de portraits, et bien produire quelque chose qui est, je dirais, le sourire, au fond, l'hypothèse que je vous propose, c'est que le sourire est en photographie l'équivalent du gros plan au cinéma. C'est-à-dire une manière de travailler l'expressivité, de travailler la signification pour rendre une photo plus agréable, plus sympathique, plus vivante. Et donc, évidemment, du point de vue qui est celui du professionnel, c'est aussi économiquement plus efficace. Donc, je pense qu'il faut envisager, non pas du tout comme je le faisais à l'époque, l'introduction du sourire dans le portrait comme une réponse, comme une évolution culturelle globale de la société, qui d'un coup se découvrirait comme par enchantement, mais sans le dire et sans jamais en prendre conscience, qu'on a une allure plus sympathique que par le passé, lorsque, au lieu d'avoir l'air très sérieux, on se met à esquisser un sourire dans la photographie. Si vous voulez, je ne vois pas la trace de ça. En revanche, ce que je vois, c'est que du côté des photographes, il y a une préoccupation et un intérêt pratiquement industriel. Quand
les années 30, c'est une période où la photographie professionnelle connaît un essor fantastique, les appareils se diversifient, on a une multiplication industrielle de la pratique photographique, mais donc aussi de la pratique des portraits, c'est-à-dire c'est un moment où les photographes de quartier, ce qu'on va appeler le photographe de quartier, dans chaque quartier de ville, il va y avoir un photographe, et le travail principal de ce photographe, c'est faire des portraits à la chaîne, enfin de façon très accélérée. Vous comprenez bien que si vous gérez la production de signes photographiques à partir d'une esthétique des attributs, comme c'était autrefois l'esthétique du portrait en général et du portrait peint. Mais bien sûr, un portrait peint, ça durait des mois, et un portrait photographique au XIXe siècle, bon, c'était quand même une opération qui prenait une bonne après-midi, quoi. Donc, voilà, pour le photographe, c'était gérable de proposer différents costumes, différents accessoires, tout ça, il faut le stocker. Ça fait de votre studio de photo un petit théâtre avec des coulisses, avec un décor, etc. Tout ça, mettez-vous à la place une seconde sur un plan industriel. Voilà, ça demande de la gestion et pas mal de soucis. Si vous partez du principe que vous allez passer de l'esthétique des attributs à l'esthétique de l'expression, miracle, voilà, votre studio, il est tout vide. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de demander au sujet « say cheese ». C'est une simplification extraordinaire et le résultat est satisfaisant. L'autre grand critère qu'explique très bien Nadar dans ses mémoires quand j'étais photographe, évidemment, du point de vue du professionnel, il faut que le client soit satisfait de l'image que lui donne le photographe. Et donc, il faut, vous voyez, ce que disait Marcelin, voilà, moi, la ressemblance photographique, ça ne me plaît pas. Cette image, elle est trop noire, elle est trop dure. Non, c'est le rôle du professionnel est de trouver une réponse à ces questions et de fournir un service à son client qui va faire qu'il revienne. Or, voilà, je dirais, et ça, c'est pas écrit, je n'ai pas de témoignage de ça. Il n'y a pas de photographe qui dit, quand vous faites sourire votre client, c'est bon, il va revenir. Mais je pense que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire parce que sinon, ça se serait arrêté. On aurait trouvé d'autres systèmes. Donc, l'extension d'un système très simple, parce que, voilà, vous pouvez, si vous voulez, vous allez me dire, et les autres émotions, la narrativité faciale, très bien, mais voilà, le Christ, il a tout un tas d'expressions, enfin, non, il n'en a pas tant que ça non plus, mais enfin, il y en a d'autres que le sourire. Alors, effectivement, il faut voir le sourire comme une solution standardisée. C'est une solution simple, efficace, pratique à mettre en œuvre. Vous n'avez pas besoin d'accessoires, vous n'avez pas besoin de choses très lourdes. Vous faites simplement sourire. En faisant ça, vous allez ajouter une touche d'expressivité à vos images et le client sera content et il va revenir. Bingo! Avec ça, vous gagnez sur tous les plans. Et en effet, c'est bien cette solution industrielle qui s'est imposée dans le domaine du portrait. Alors, voilà, ça c'était une image pour vous montrer avec une comparaison avec une affiche de film récente d'un film que j'avoue je n'ai pas vu, mais voilà, évidemment il m'intéresse à cause de son titre et puis de son affiche qui reprend satiriquement la composition de la scène de Léonard. On pourrait, c'est vraiment très intéressant, là je ne vais pas le faire, on n'a pas le temps. Il y a une évolution des codes, vous le voyez là-dessus. Par exemple, la gestuelle a perdu un peu de place. La gestuelle, donc les mouvements de main qui sont très développés chez Léonard, et là, quand ils le font, ça nous semble un peu irréel, vous voyez, c'est artificiel, on ne fait plus ces mouvements-là, enfin voilà, c'est compliqué. Tout ça, c'est des questions très intéressantes, mais voilà, ce que je veux montrer avec la comparaison de ces deux images, c'est qu'on a changé effectivement de vocabulaire et de façon de représenter quoi, donc des signes, des significations dans l'espace graphique. Et donc voilà, ça sera, voilà, dernier exemple pour vous montrer que c'est arrivé jusqu'au plus haut, cette évolution a touché les sommets de l'image officielle
Ça, c'est absolument passionnant. C'est la photographie de Giscard. C'est la photographie officielle du président Giscard d'Estaing en 1974, qu'il demande à Jacques-Henri Lartigue, donc un grand photographe qui était célèbre déjà à cette époque. Et donc, c'est Lartigue qui va proposer effectivement au président Giscard d'Estaing de s'éloigner de la photographie officielle telle qu'elle était effectuée jusqu'alors. Et voilà, donc là, je vous mets le portrait de Pompidou, mais vous avez le portrait de De Gaulle et des présidents précédents qui sont tous pareils. Voilà, ils sont habillés en président, ils ont les attributs du président, ils sont un peu raides en pied dans la bibliothèque. Voilà, et vous avez une série de photos comme ça, avec laquelle rompt absolument la nouvelle photo officielle de 1974. Et ce qui est très intéressant aussi dans la comparaison de ces deux images, c'est, alors bien sûr, Giscard se met à sourire, mais vous voyez que c'est un tout. En fait, c'est deux systèmes iconographiques. Vous avez d'un côté l'esthétique des attributs, une narrativité qui ne passe pas par l'expression. Hein, l'expression de Pompidou est complètement bouge pas, elle est sérieuse, il n'y a rien à lire, hein, à part le fait qu'effectivement, il maîtrise son émotion, bon, donc il maîtrisera aussi tout le reste, très bien. Alors que du côté de Giscard, vous voyez le gros plan, vous voyez qu'on se rapproche du visage pour mieux saisir ce qui se joue dans l'expressivité faciale. Hein. C'est l'expressivité faciale qui devient la signature narrative de l'image. Et puis, du coup, les attributs, ils disparaissent pratiquement. Voilà, il y a un drapeau qui devient très abstrait avec les trois couleurs. C'est magnifique. Hein. Là, ce qui se passe entre ces deux images, c'est véritablement la confirmation tardive. 1974, c'est très tard dans cette histoire. Mais voilà, hein, il y a, comme toujours dans les conventions, il y a tout un tas de strates. Et là, on peut dire, voilà, là, la convention, elle est arrivée jusqu'au bout des applications de la technique photographique, mais vous comprenez que, donc, et puis voilà, et aujourd'hui, on n'a plus besoin du photographe, nous avons tous intégré maintenant cette convention, et elle est sortie du studio, hein, voilà, elle existe, le portrait doit être souriant. Alors, ce n'est pas une obligation à 100%, mais c'est une obligation à 90%. Hein, probablement. Voilà, on est quand même dans une forme conventionnelle. Alors, maintenant, la question intéressante à se poser, je parle tout le temps de narrativité, de signification. Oui, mais alors, quelle est la signification du signe photographique sourire, voyez ? Et c'est là où, et je conclurai par là, en fait, je pense que le fait que cette signification ne soit expliquée nulle part et ne soit pas non plus très établie. Vous voyez, on va dire, bah, ça signifie qu'on est content, ça signifie qu'on est heureux, voilà, que tout se passe bien. Et voilà, et on ne peut pas aller tellement plus loin. Après, l'explication sera plutôt contextuelle. C'est un signe pas tout à fait vide, mais très, très ouvert. Vous voyez, et pour moi, ça confirme l'idée qu'on est véritablement dans une invention qui n'est pas une évolution de normes culturelles. Si, c'est une évolution de normes culturelles, mais que la dynamique qui est la clé de cette évolution, ça n'est pas un changement dans la perception culturelle de l'expressivité, c'est-à-dire que voilà, les gens changent d'avis sur la façon de lire l'expression comme moteur de cette évolution. Mais en réalité, c'est plutôt l'invention d'un signe photographique un peu à tout faire, un signe standard qui est surtout intéressant parce qu'il peut s'appliquer à tout. Voilà. Hein. Toutes les catégories de clients et tous les sujets du portrait peuvent répondre à l'injonction du say cheese et voilà, crisper quelques secondes leur mimique dans la simulation d'un sourire qui n'exprime absolument pas
qui n'exprime aucune sorte de satisfaction, mais qui est le fait de se conformer à la convention de la pose. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez cet immense flot de sourires partout sur les couvertures des journaux ou dans les publicités, enfin voilà, dans l'ensemble de l'iconographie, le sourire est au fond aujourd'hui surtout un signe de portrait. C'est le signe qui indique l'état de portraiture et la façon de se comporter ou de se conformer à la convention du portrait. C'est-à-dire que, voilà, et ça serait pour moi la confirmation ultime de cette hypothèse, c'est-à-dire qu'on est bien dans quelque chose qui a été fabriqué, produit au sein de l'industrie photographique pour des raisons, disons, pratiques et esthétiques au sens, disons, d'une narrativité qui produit des images plus intéressantes, et que donc, voilà, le caractère un peu flottant ou un peu vide du signe du sourire qui s'applique à tout serait la meilleure confirmation, voilà, du fait que c'est au sein du monde photographique que s'est produit cette évolution. Voilà, je m'arrête là. Et voilà, ici, j'ai quelques références que je partage avec vous sur, voilà, il y a eu beaucoup de textes et d'analyses très intéressantes.